Comment est-ce que tu t'es senti quand ta mère a quitté ton père? Tu vois, des trucs comme ça. Et là, le robot, il sait plus vraiment répondre, ou il sait plus du tout répondre. Et là, paf, tout de suite, on sait que c'est un robot, quoi. Pourquoi a-t-on une expérience subjective du monde? Et oui, pourquoi avons-nous une expérience subjective du monde? Hyper important. Qu'est-ce que c'est que le hard problem de la conscience? Et ben, dans cette vidéo, avec l'aide de Patrick Beau, on va bien comprendre ce concept de hard problem et en particulier la notion de qualia qui est hyper importante dans le domaine de la philosophie de l'esprit. Ce que je trouve intéressant, c'est la notion même, la terminologie philosophie de l'esprit. Parce que selon les écritures védiques, selon la philosophie de la Bhagavad Gita, alors si tu connais pas la Bhagavad Gita, c'est le texte sacré que je cite le plus souvent ici sur cette chaîne. Si tu connais pas la Bhagavad Gita, je te suggère vivement de la lire. Tu peux aller ici pour en savoir plus. Tu peux aller sur mes lives et dans la description, il y a toutes sortes de liens à différentes versions, certaines plus académiques que d'autres. Selon la Bhagavad Gita, il y a trois choses. Il y a l'âme. Et ça, on peut appeler ça l'esprit. L'âme, la conscience, qui, selon la Bhagavad Gita, est un produit, est un phénomène de l'âme. La conscience est un phénomène de l'âme et non pas du mental. Et donc, il y a esprit, mental et même intelligence et ego. Et après, il y a le corps. Mais donc, dire que philosophie de l'esprit veut dire philosophie du mental, c'est déjà une erreur. Mais bon, voyons. On compare souvent le cerveau à un ordinateur. Il reçoit des inputs, des données, comme des informations sensorielles, et en retour, il produit des outputs, des comportements, comme des réponses verbales et physiques. Cette vision, on dit qu'elle est fonctionnaliste. Ok, donc on voit le cerveau comme littéralement une machine. D'ailleurs, dans la Bhagavad Gita, encore une fois, Krishna parle du corps physique, y compris le mental, pas l'esprit, mais le mental, comme un yantra. Yantra Rudhani Mayaya, dans le 18e chapitre, verset 61, Krishna parle de l'âme comme un conducteur qui est littéralement assis sur le chariot du corps. Donc, version tout à fait fonctionnelle. Elle conçoit l'esprit comme un ensemble de fonctions qui s'enchaînent pour aboutir à un résultat. Aujourd'hui, cette position est dominante en philosophie de l'esprit, mais elle se heurte à un problème majeur. Pourquoi a-t-on une expérience subjective du monde? La question de la subjectivité et de l'expérience subjective. Hyper important. Pourquoi ça fait quelque chose de percevoir du rouge ou de sentir un parfum? On n'imagine pas une calculatrice éprouver ce que ça fait de multiplier 38 par 42. Bon exemple, une calculatrice, ça te donne le chiffre et puis c'est tout. Alors pourquoi toutes ces fonctions cérébrales ne se déroulent pas dans une sorte de néant intérieur? Pareil, tu demandes à AI ou IA, est-ce que tu ressens des émotions? Ou ChatGPT, par exemple. Tu demandes à ChatGPT, est-ce que tu ressens des émotions? Il dira non, je ne sais pas ce que c'est que ressentir des émotions. Par contre, nous, on ressent des émotions. On laisse Patrick expliquer. Pourquoi le processus qui mène à une action s'accompagne d'un ressenti? Ces phénomènes subjectifs... Eh oui, le ressenti, comment est-ce qu'on explique ça? Bonne question. On les appelle des qualia. Voilà, donc le thème à se rappeler, c'est qualia. Et d'ailleurs, c'est David Chalmers, comme Patrick va l'expliquer à l'université de New York, qui a inventé, disons, ce terme de qualia. Bon. Enfin, je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé, mais en tout cas, c'est lui qui l'a bien popularisé. Et il constitue l'essence même de notre expérience du monde. Vous aurez beau essayer d'expliquer le goût du miel à quelqu'un, tant qu'il n'en aura pas goûté, il ne saura pas ce que ça fait. On peut dire la même chose vis-à-vis de la spiritualité. Bon, ça c'est une petite parenthèse, mais tu peux parler de l'expérience religieuse, de l'expérience mystique, de l'expérience spirituelle, mais à moins d'y goûter toi-même, ça restera toujours théorique. En 1974, pour exprimer cette idée, le philosophe Thomas Nagel a écrit un article intitulé « Qu'est-ce que ça fait d'être une chauve-souris ?» Même si on connaît dans les moindres détails le système sensoriel d'une chauve-souris, il y a quelque chose qui nous échappera toujours, c'est ce que ça fait d'éprouver ce système. Ouais, et tu poses la même question encore une fois à ChatGPT, il n'y aura pas de réponse. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Tu vois des films comme Blade Runner où précisément l'homme, le policier qui est homme et pas robot, arrive à décerner qui est un répliquant, qui est un répliquant et qui est un être humain, précisément en lui posant des questions de nature affective. Comment est-ce que tu t'es senti quand ta mère a quitté ton père? Tu vois, des trucs comme ça. Et là, le robot, il sait plus vraiment répondre, ou il sait plus du tout répondre. Et là, paf, tout de suite, on sait que c'est un robot, quoi.
Quelques années plus tard, le philosophe Frank Jackson a proposé une expérience de pensée qui est devenue la plus célèbre de la philosophie de l'esprit. Imaginez une scientifique, Marie, qui connaît absolument tout sur les mécanismes de la vision. Elle peut expliquer précisément ce qui se passe entre le moment où un photon frappe la rétine jusqu'au moment où on perçoit une couleur. Sauf que Marie n'a jamais vu de couleur. Elle a passé toute sa vie dans une pièce en noir et blanc. Un jour, on lui ouvre la porte et elle voit une rose rouge. La question, c'est est-ce que Marie a appris quelque chose qu'elle ne savait pas? Cette question, en apparence anodine, a divisé les philosophes en deux camps principaux. Les physicalistes qui... Ça, c'est un terme très important, les physicalistes. Le physicalisme, cette idée que que la conscience est un phénomène absolument réductible à des protones et des neurones dans le cerveau. Très important, très important. Considèrent que Marie n'a rien appris car tout peut s'expliquer en termes de processus physiques, et ceux qui pensent que Marie a appris quelque chose de nouveau qui ne peut pas se réduire aux seules connaissances physiques. Et oui, encore une fois, cette réduction aux lois basiques de la physique, de la chimie, de la biologie. Elle a appris ce que ça fait de voir du rouge. Cette dimension subjective de la conscience, c'est ce que le philosophe David Chalmers a appelé le hard problem. Le hard problem. D'ailleurs, au fait, David Chalmers, bien gentil, mais dans son livre ou dans ses livres, quand il effleure, ne serait-ce qu'effleure, que dire d'aller en profondeur sur le sujet, qui je trouve est très très important, notamment quoi? Le sujet du paranormal. Des phénomènes du paranormal, les expériences de mort imminente, les expériences d'enfants qui soi-disant se souviennent de leur vie passée, les trucs de médium qui arrivent à avoir des pouvoirs soi-disant mystiques, la divination, il y a toutes sortes de phénomènes qui sont paranormaux et qui ne rentrent pas précisément dans le physique, dans le paradigme physicaliste de la science moderne. Et David Chalmers, il dit ouais, ça m'intéresse pas tellement ces trucs-là, mais en fait c'est l'erreur fondamentale du philosophe physicaliste. Pour Chalmers, le problème facile, c'est la description des mécanismes et des fonctions cérébrales qui revient un peu à décrire le fonctionnement d'une horloge ou d'un ordinateur. Le problème difficile, c'est comment et pourquoi une expérience subjective émerge de ces mécanismes. Et encore aujourd'hui, aussi bien en science qu'en philosophie, ça reste un des plus grands mystères. Une des raisons, à mon avis, pourquoi ça reste toujours un soi-disant grand mystère, c'est que la majorité d'entre nous, surtout dans les cercles scientifiques, ne veulent pas et n'osent pas. Ont peur, en fait. Ont peur parce que la dissonance cognitive qui pourrait arriver, qui pourrait résulter... Pardon, excusez-moi pour mes anglicismes. La dissonance cognitive qui peut arriver en termes de résultats d'explorer, encore une fois, ce phénomène du paranormal est trop grande. C'est un peu comme l'autruche qui met sa tête sous la terre parce que quand le danger est trop grand, c'est comme l'ordinateur qui n'arrive plus à... Donc, peur de quoi? Peur que la conscience, c'est au contraire un phénomène métaphysique, que la conscience est quelque chose d'éternel, que la conscience n'a rien à voir avec des protones et des neurones dans le cerveau, rien à voir, comme de l'eau et de l'huile. Donc, un grand mystère aussi longtemps qu'on ne prend pas au sérieux les phénomènes paranormaux. Mais attention, une fois qu'on prend les phénomènes paranormaux au sérieux, il n'y a plus que quelques étapes avant de croire en l'âme. Et oui, mes amis, ultimement, de croire en Dieu.